Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Mathilde. Bonjour à tous, bonjour Nicolas. Bonjour, ça va bien? Ça va bien et toi? Très bien aussi. Nous allons continuer notre série sur dans le fond, les lois sur la vie privée. Cette fois-ci, on va parler d'évaluation des facteurs de vie privée, qui est une espèce un peu l'enrobage où on doit se conformer, où on doit faire montrer qu'on est conforme, si on veut, en quelque sorte, face aux différentes législations. C'est sûr qu'on va aborder face à celle du Québec en premier, qui va tomber en action au moment où vous allez écouter ça. Il vous reste moins d'1 an avant de mettre ça en action parce que la loi, cette partie-là de la loi va tomber en application en 2023. Donc, je vais te laisser parler de ça un peu, puis on va élaborer là-dessus. Oui, c'est un gros sujet, le FVP, puis ça me fait plaisir d'en parler parce que je pense que ça va devenir le gros enjeu à gérer pour 2023. Comme tu le disais, c'est une des actions principales qui va occuper et peut-être préoccuper les entreprises aussi, les organismes, parce que c'est une nouveauté générale. Donc le FVP, qu'est-ce que c'est? C'est une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. C'est une évaluation qui va porter sur une activité particulière qui peut présenter des risques élevés pour les individus. C'est une obligation qui vient avec la loi 25, notamment, alors je veux pas me tromper, mais il y a notamment pour des projets d'acquisition, de développement de systèmes d'information notamment. Ça va être aussi obligatoire pour les prestations électroniques de services. Et puis, on va aussi avoir l'obligation de réaliser des EFVP pour les transferts hors du Québec. D'ailleurs, en fait, je dirais même que le FVP, elle est déjà obligatoire pour un cas particulier, quand on va communiquer des renseignements personnels sans le consentement des personnes, dans le cadre de projets d'études ou de réalisation statistique, ce genre de choses. Donc là, on a déjà une obligation qui est existante, mais qui reste assez particulière. En 2023, on va avoir beaucoup plus de cas. C'est ça, la portée est très petite pour le moment, mais justement, la portée va s'agrandir l'an prochain. Oui. Justement, en off, tu me parlais aussi, de toute façon, c'est un volet de conformité aussi qui est très important. Et tu mentionnais aussi, c'est tout un signal qu'on envoie, qu'on a vraiment pris en compte le privacy by design. Oui, en fait, pour moi, le FVP, c'est l'outil par excellence pour mettre en place la protection des données dès la conception, parce que c'est une évaluation qui doit se faire dans le cadre d'un projet, donc au préalable de la mise en place du traitement. Et c'est ce que demande en fait le privacy by design en quelque sorte, c'est qu'on se conforme aux exigences privacy pendant la conception du projet. Donc pour moi, c'est l'outil qui va permettre au mieux de démontrer cette conformité, de mettre en place ce principe qui est maintenant exigé dans la législation même au Québec, qui l'est aussi au niveau européen. Donc j'aime vraiment cet outil pour ça, parce que ça permet de gérer les risques et de s'assurer qu'on est conforme et de démontrer notre conformité. Parce que à la fin d'une évaluation, on va avoir un rapport qu'on va pouvoir mettre à jour régulièrement, mais qui va permettre de démontrer que oui, on a fait une évaluation, qu'on est sûr d'être conforme, ou en tout cas qu'on a géré les risques qui étaient associés. Donc on respecte aussi le principe de responsabilité pour les entreprises. Donc en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Oui, puis c'est très intéressant parce que moi, c'est sûr que je suis pas un juriste, fait que le côté privacy est moins de façon moins directe que pour la cyber, mais en cyber aussi, on est habitué à ce genre de choses-là. Puis ça fait déjà quelques années qu'on parle genre du security by design. Et là, maintenant, de plus en plus, le privacy by design commence à s'inscrire. Je pense que mes collègues en cyber devront s'y intéresser aussi pour l'inclure dans une espèce d'activité globale. Justement, on analyse en amont de chaque projet ou chaque changement majeur. Je pense que c'est ça, au niveau de la loi, c'est chaque changement de système ou mise en production d'un nouveau système vient
déclencher l'obligation qu'on a face à cette évaluation-là C'est ça. qui peut peut-être censé faire peur aux gens, puis un peu parce que j'ai eu pendant des années à expliquer l'analyse de risque au niveau cyber, puis ça faisait beaucoup peur aux gens au départ. J'imagine que ça va sensiblement la même chose au niveau du privacy, de la vie privée. Je sais qu'il y a des méthodologies qui sont disponibles. On en a un peu parlé en off, justement, je sais pas, pour m'aider à capter qu'est-ce qu'il y en est. Puis vous avez fait un amalgame de plusieurs choses qui est fort intéressant. Je vais te laisser en parler, puis on va débouler justement ce volet-là qui est, à mon sens, je pense, le plus crunchy dans l'ensemble. Oui. Juste pour rebondir sur ce que tu disais juste avant par rapport à la réalisation des EFVP, ça doit être fait au début du projet, mais ça doit être suivi tout au long de la vie du projet quand il y a un grand changement. Si jamais il n'y a pas de grand changement, on doit quand même s'assurer que notre évaluation est toujours à jour par rapport au respect de chaque loi. Et donc, il y a comme une règle qu'on pourrait se dire, c'est quand il n'y a pas eu de gros changements majeurs, c'est de refaire l'évaluation, de la vérifier tous les 3 ans au minimum pour s'assurer qu'on est bien conforme avec tout ça. En tout cas, c'était juste ça que je voulais. Oui, c'est parce qu'au niveau de la cyber, on a d'autres facteurs qui viennent, au-delà du fait du changement au système, qui viennent déclencher une réanalyse. Souvent, on va réévaluer la menace, on va réévaluer certains éléments qui sont spécifiques, qui peuvent changer dans le temps indépendamment du système. Est-ce qu'il y a d'équivalent en vie privée d'éléments qui peuvent justement, sans le changement du système, nous obliger à réactualiser cette évaluation-là? Par exemple, le simple fait d'utiliser un nouveau prestataire dans la réalisation de vrai, tout à fait vrai. C'est des notions que c'est vrai. J'oublie parfois cet élément-là où justement tout l'usage de tiers parties est un élément, une composante très importante justement de ces lois-là, à laquelle on oublie parfois d'en faire. Puis je pense qu'on avait discuté le problème avec le Canada et l'Europe, c'est qu'on fait affaire avec les États-Unis ou beaucoup au Canada. Donc, il ne faut pas qu'on soit un passe-droit pour les Américains pour contourner la RGPD, par exemple. Puis en fait, c'est ce qu'on retrouve quand on veut faire un transfert hors du Québec. On nous demande de faire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Donc c'est là où ça devient très très lourd et que ça peut faire peur parce que pour une entité québécoise, je doute que toutes les activités se fassent exclusivement au Québec. Et il y aura forcément un sous-traitant, rien que l'hébergeur de données qui va être peut-être à Toronto ou en Ontario de manière générale. En fait, ça sort tout le temps. Donc, c'est là où c'est lourd. Mais moi, ça me fait peur personnellement en tant que DPO parce que je me dis que j'ai beaucoup de travail qui m'attend de manière générale. Au moins, j'essaye de gérer mes sous-traitants quand j'en ai un et puis d'identifier les risques, faire un peu de due diligence, mais ça va être encore un peu plus lourd. Donc, c'est là où la méthodologie va être importante. Oui, absolument. Puis c'est ça parce que c'est qui est difficile au Canada, au Canada en général, c'est parce que chaque province a ses éléments, puis nous on est vraiment dans un petit territoire. L'avantage du RGPD, c'est un grand territoire qui est couvert par le même ensemble de règles et les mêmes présomptions. C'est un petit avantage, mais bref, revenons à la méthodologie qui est justement la clé justement pour s'en sortir vivant à travers ça. En tout cas, j'espère que ça peut permettre de s'en sortir un petit peu. Pour la méthodologie, en fait, il y a plusieurs autorités qui ont proposé des guides. La Commission d'accès à l'information a proposé un guide qui est toujours pas à jour par rapport à la loi 25. Donc, c'est un guide qui avait été publié en 2020 ou ça avait été mis à jour en 2021, mars 2021, quelque chose comme ça. En tout cas, ça n'a pas été nécessairement remis à jour depuis. On attend les retours, mais ça donne déjà quelques guides, quelques références. On a aussi des guides au niveau du Canada pour comment mettre en place une EFVP. On l'a aussi en Europe. La France a proposé même un outil qui s'appelle PIA, pour Privacy Impact Assessment. Donc, il y a beaucoup d'outils. Et finalement, nous, dans notre pratique, chez Hitachi, on s'est rendu compte que dans la quasi-totalité des cas, c'est le même processus, le même raisonnement qu'il faut avoir quand on veut faire une évaluation. Et donc, nous, ce qu'on a développé, c'est
une méthodologie où on commence déjà à déterminer le contexte. Donc, on va essayer de comprendre au maximum le contexte qui va faire l'objet de l'évaluation. Donc, on va prendre le traitement en tant que tel avec les finalités poursuivies, les enjeux qui sont associés à ces finalités. On va identifier les personnes qui vont être concernées et les renseignements personnels qu'on va collecter, utiliser, communiquer. Justement, en termes de communication, on va identifier les personnes qui vont recevoir ces données, que ce soit au sein de l'organisation ou en dehors, donc les sous-traitants, par exemple, qui vont recevoir les données et qui vont avoir un rôle justement dans le processus. On va identifier aussi les supports sur lesquels vont se trouver les données. Puis on va essayer de faire un schéma du processus, de la durée de vie des données, comment elles circulent entre les personnes, etc. Donc on essaye d'identifier ça dans un contexte, donc le contexte du traitement, et c'est sur cette base qu'on va faire toute l'évaluation. Faut savoir que donc il y a des exigences pour quoi faire une EFVP, donc nous, on propose de faire une sorte d'analyse préliminaire, analyse de risque préliminaire, en prenant les facteurs, une liste des facteurs qui vont permettre de justifier le FVP. Donc, par exemple, s'il y a des transferts hors du Québec, s'il y a des données qui sont sensibles, qui sont traitées, s'il y a des personnes concernées qui sont sensibles, c'est notamment le cas des patients dans le secteur de la santé, ça peut être considéré comme des personnes sensibles. Les personnes âgées, ou les mineurs sont aussi des personnes vulnérables. On va identifier s'il y a l'utilisation d'outils avec décision automatique, s'il y a des risques de décision automatisée et donc de réduire les droits des personnes. Donc ça, c'est tous des facteurs qu'on va pouvoir regarder. Et nous, on a basé notre liste des facteurs sur la liste qui a été proposée par le Canada. Donc, dans le guide du Canada, on a la liste des facteurs qui pourraient présenter des risques. Et puis en Europe, on a la même chose. On a 9 facteurs en Europe, donc c'est beaucoup plus réduit. Nous, on a fait un peu le mix des deux pour identifier ce que c'était. Et ça nous permet de faire une analyse préliminaire qui dit voilà pourquoi on fait une EFVP. Donc, on justifie déjà la réalisation de l'EFVP. Puis, ça va aussi nous permettre de déterminer à quel point cette évaluation, elle doit être approfondie ou pas. Parce que si on n'a que 2 critères sur les 15 qu'on a identifiés qui sont remplis, ben on va se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une EFVP et à quel point on doit aller en profondeur dans chaque détail. Si par contre, on a 10 critères sur les 15 qui sont identifiés, bah forcément, on va aller beaucoup plus en profondeur. Parce que ça, c'est quelque chose qui est aussi identifié dans la loi 25, qui nous dit que le FVP, elle doit être proportionnée en fonction de la sensibilité des données, des finalités qui sont réalisées, etc. Donc ça nous permet justement de gérer cet aspect-là. Et ensuite, on va vraiment aller dans le cœur de l'analyse. On va avoir une première partie qui va identifier le respect par rapport aux principes fondamentaux de la protection des données. Je pense qu'on l'a déjà mentionné dans nos podcasts précédents. Il y a 8 principes généraux qu'on peut identifier, notamment la finalité, enfin la limitation des finalités, les limitations de la conservation des données, par exemple, la transparence, le principe de responsabilité, la sécurité, etc. Donc, on va prendre chaque principe et puis on va regarder ce qui est mis en place dans le cadre du processus. Donc, on va détailler, on va expliquer toutes les mesures qui ont été mises en place pour respecter ce principe. Et sur cette base, on va pouvoir identifier qu'est-ce qui manque. On peut faire comme une checklist de tout ce qui devrait être prévu pour chaque principe. Et puis, si on les coche ou si on les coche pas, ça nous permet d'identifier là où on peut faire des améliorations, des mesures complémentaires à apporter. Et parfois, il y a même des mesures qui vont avoir un impact sur toute l'organisation. Par exemple, s'il manque un DPO ou un responsable de la protection des renseignements personnels
qui n'a pas encore été identifié dans l'organisation. C'est peut-être quelque chose qu'on va identifier dans l'analyse, mais qui va impacter tout le processus de l'entreprise, toute la conformité de l'entreprise. Donc ça, on va faire toute cette évaluation. Puis bien sûr, on va prendre en considération la législation applicable dans tout ça, parce que dans le cadre de la loi 25, on va prendre la législation qui est applicable au Québec. Mais si jamais on a un traitement qui pourrait se voir appliquer d'autres lois, comme celle en Europe, celle du Canada, celle de Colombie-Britannique, je sais pas, on va prendre en considération aussi les exigences spécifiques qui vont au-delà de ces principes-là pour identifier les besoins particuliers liés à la législation applicable. Une fois que ça s'est fait, on va déjà, grâce à tout ça, on va pouvoir déterminer les mesures qu'on peut déjà mettre en place pour améliorer la conformité, parce qu'on a identifié ce qui était là et ce qui n'y était pas. Donc on a comme un premier plan d'action, les recommandations qui apparaissent, et puis c'est là qu'on va faire l'exercice de l'évaluation des risques. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est une évaluation des risques. Là, on a pris le modèle de la CNIL, la commission j'ai peur de dire le mauvais nom parce que je confonds maintenant avec toutes les autorités. Mais la CNIL, c'est l'autorité française, Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ouais, je suis pas très bon non plus avec ça. Puis même le LVP, j'ai bien de la misère avec. Donc, voilà. Je préfère son petit nom, la CNIL. Parfait. La CNIL, donc c'est la CNIL a proposé son propre modèle et son propre processus d'évaluation de risque. Et donc, elle propose de faire l'évaluation de risque sur la base du triangle CIA de la cybersécurité. Donc, la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité des données. Donc, en fait, on va regarder les risques, finalement, qui sont associés à l'accès non autorisé des données, la modification non autorisée des données et la disparition des données. Et pour chacun des trois risques, on va évaluer, donc on va déjà identifier quelle est la source de risque, quel est l'impact pour les personnes concernées. Et j'insiste sur le fait qu'il faut regarder vraiment les impacts sur la personne concernée, pas sur l'entreprise. Parce que là, on fait vraiment une évaluation qui porte sur les enjeux que l'activité peut présenter sur les personnes. Oui, puis c'est là qu'il y a une particularité par rapport, puis c'est ça où ça vient complémenter l'analyse de risque qu'on a en cyber, parce que où effectivement, on utilise la même triade pour évaluer nos choses, sauf qu'on n'est pas spécifique à l'information confidentielle ou en tout cas privée dans ce cas-ci, qu'on doit protéger spécifiquement pour la conformité, mais ça peut y toucher, donc c'est une belle complémentarité qu'on peut utiliser justement pour bénéficier à l'autre dans cet exercice-là. Oui, c'est vraiment important. Puis même en protection des données, vie privée, renseignements personnels, on a aussi cette distinction où on va évaluer la conformité de l'entreprise. Donc là, on va regarder les risques pour l'entreprise et à travers le FVP, les risques pour les individus. Donc on va regarder les impacts que ça peut représenter, que ce soit les impacts physiques, les impacts moraux, les impacts financiers. Donc, on va regarder tout ce type d'impact. Et la CNIL, dans son guide, ses bases de connaissances, elle détaille tout ça. Donc, en fait, c'est très simple d'aller regarder, repérer. Ça pourrait fonctionner dans mon activité. Ça, c'est un risque qu'on pourrait aussi identifier dans mon activité. Et ensuite, dans cette évaluation de risque, on va regarder les mesures qui sont déjà présentes dans l'organisation qui permettent de réduire les risques actuels. Et grâce à ça, on va déterminer quelle est la vraisemblance du risque, donc sa probabilité, et son niveau de gravité. Donc là, on va avoir une échelle de limitée à maximale. Donc il y a peut-être... on connaît ces types de grilles d'échelle. Donc on va identifier quel est le risque, le niveau de risque, etc. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on recommence l'exercice une deuxième fois ensuite. Parce que là, ce qu'on a identifié, c'est le risque actuel lié au traitement. Puis on va recommencer cette évaluation pour connaître le risque résiduel une fois qu'on aura mis
en place les mesures les mesures complémentaires qu'on a pu identifier pendant notre évaluation. Donc peut-être la mise en place d'un responsable de la protection des renseignements personnels. Peut-être que c'est des mesures de conservation des données, limitation de la conservation, puisqu'on n'a pas nécessairement de procédure dans l'organisation ou dans le processus en place. Ça peut être plein de petites choses. En général, c'est très lié aux mesures de sécurité à mettre en place, parce que c'est très lié. Et donc, on va pouvoir refaire le même exercice d'évaluation de la vraisemblance et de la gravité. Et là, on identifie que si on met des mesures pour réduire les risques ou les éliminer, on va réduire le risque en conséquence. Donc ça, c'est un peu ce qui va se faire dans la deuxième partie de l'évaluation. Puis grâce à ça, donc on va pouvoir mettre en place notre liste de recommandations à faire à la fin pour justement réduire les risques. Alors après, on peut prioriser les activités, parce que peut-être qu'il y a des mesures qui doivent être prises en priorité et d'autres qui peuvent attendre un petit peu en fonction du risque. Donc on priorise. Et puis après, on fait valider cette évaluation aux parties prenantes, donc aux responsables du projet, mais aussi surtout, c'est important de le faire passer auprès du responsable de la protection de la protection des renseignements personnels, le RPRP, qui pourra donner son avis aussi, parce que c'est cette personne qui est supposée avoir les connaissances dans le domaine. Et si cette personne est différente de la plus haute autorité dans l'organisation, il va falloir aussi faire valider, à mon avis, à la personne responsable dans l'organisation, la plus haute, qui a la plus haute responsabilité, parce que c'est elle qui va dire oui, on continue, ou non, on arrête tout. Ou peut-être on va essayer de mitiger les risques, puis on verra après si on le fait, etc. Donc c'est un peu la méthodologie qu'on a développée et que je trouve qui s'applique vraiment à toutes les situations. Et pour cause, on l'a utilisé dans le secteur public à plusieurs reprises, notamment pour des entités au Canada qui avaient besoin d'évaluation. Parce que au niveau canadien, le FVP, elle n'est pas tout à fait nouvelle dans le secteur public. Il y avait déjà des obligations qui existaient, même au Québec en réalité. Dans certains cas spécifiques, il y avait des EFVP qui pouvaient être réalisés. Donc, on a déjà eu la chance de réaliser ça. Et c'était apprécié par le client en général. Et cette méthodologie a même été validée par un commissaire à la protection de la vie privée d'une province du Canada. Donc c'était un peu notre petite fierté, je dirais. Donc, avec raison, justement, d'avoir réussi à concevoir une méthodologie qui est transportable, puis qui est reconnue aussi, justement, par sa valeur de transportabilité, mais de tout ça à la portée de la couverture que ça fait, justement, qu'il n'y a pas de morceaux qui sont échappés au passage. Oui, je dirais que c'est vraiment tous les points clés qu'on a pu identifier. Donc en résumé, le contexte, une analyse préliminaire des risques, l'évaluation des principes et des législations par rapport à l'activité, l'évaluation de risques actuels et résiduels, et après finalement la validation. Et tout au long, c'est comme ça qu'on détermine notre plan d'action pour les actions de rémédiation ou de limitation des risques. Parfois, il y aura peut-être rien parce que c'est déjà tout très bien, mais tant mieux si c'est comme ça. Mais en général, il y a toujours les petites choses qu'on peut recommander. Ouais, ben ça dépend de la maturité de l'organisation. Là. J'imagine qu'il y en a plusieurs qui, en 2023, vont avoir beaucoup d'activités correctives à mettre en place, quand probablement qu'en 2024, la maturité va augmenter, puis le nombre d'activités correctives va être beaucoup diminué. Tu parles du DPO, par exemple. Ben, j'espère qu'en 2023, ce point-là va être réglé pour tout le monde, minimalement. Normalement, c'est pas la plus compliquée à mettre en place. C'est une des plus faciles. Comment ça s'inscrit? Puis là, on parle de la mise en application. Pour les systèmes actuels, puis là, je parle vraiment du cas spécifique du Québec, est-ce qu'il y a une obligation pour les systèmes actuels ou c'est vraiment juste pour les nouveaux systèmes ou pour tout changement qui va se faire à ces systèmes-là?
Pour moi, ça va devoir être fait même sur les systèmes qui sont existants. En tout cas, je le recommanderais juste par principe, parce que ça présente des risques. Donc, on veut juste s'assurer ou montrer que ce qui est déjà en place, on est propre, tout est beau. Ce qui ne sera pas forcément le cas. Mais en tout cas, moi, je recommanderais de le faire, ou en tout cas de s'exercer aussi à faire ces évaluations sur ce qui est déjà existant, juste pour pouvoir démontrer qu'on est conforme. Oui, puis là, on constate que l'actualité est remplie de fuites d'informations, dont plusieurs au Canada d'ailleurs. Je pense que ces compagnies-là, s'ils ne l'ont pas fait en amont sur des systèmes actuels, je pense qu'ils vont passer un mauvais moment avec les autorités réglementaires quand ils vont se faire regarder et analyser la situation dans laquelle ils vivent ou vivront. Là. C'est sûr que c'est pour ça que c'est bien de. J'ai la même chose que toi. Il vaut mieux le faire pour les systèmes existants parce que justement, si un incident arrive, au moins, on va dire ben, on l'a fait. Si on ne l'a pas fait, là, on va être beaucoup plus dans le pétrin face au Québec, face à la CAQ qui va nous chauffer un peu plus les oreilles parce qu'on n'a pas fait notre travail correctement. Là. Aussi, identifier les EFVP. En fait, moi, ce que je recommanderais, c'est quand on a déjà parlé de la réalisation de son inventaire des activités liées au renseignement personnel. En faisant cet inventaire, déjà, normalement, on est supposé déterminer le contexte de chaque activité. Donc déjà, là, on a fait un tiers du travail parce qu'on a identifié les activités différentes et on a identifié, en théorie, les renseignements personnels, la sensibilité, etc. En fait, en même temps qu'on réalise l'inventaire, c'est l'occasion parfaite d'identifier s'il y a un besoin d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Donc, peut-être simplement dans la fiche de l'inventaire qu'on prépare, où on explique le traitement, on va peut-être identifier, on va mettre la liste de nos facteurs de risque préliminaires qui vont justifier la réalisation d'une EFVP. Et c'est peut-être là où on va pouvoir aussi identifier quel traitement a besoin d'une évaluation en priorité par rapport à d'autres. Donc ça, c'est peut-être un conseil que je donnerais pendant la réalisation de l'inventaire, si ça n'a pas encore été fait, ou si c'est en cours, c'est de penser à regarder justement s'il y a un petit besoin d'une EVP. À cause d'un transfert. L'inventaire, c'est un moment très difficile parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas fait ce travail-là en amont ou quand il aurait été dû être fait que le port des systèmes ont grandi de façon organique, naturelle et n'ont jamais été documentés. Fait que là, il doit y avoir une petite douleur de tout faire de la rétro-ingénierie pour retrouver comment les systèmes fonctionnent et donc comment ils manipulent l'information ou toute l'information se situe. Je connais certaines grandes entreprises au Québec qui ont fait le travail pour plusieurs raisons. Puis ça leur sert encore énormément, ça leur a servi et leur sert énormément pour justement mettre les énergies aux bons endroits, mettre l'argent, parce qu'on n'a pas une infinité d'argent, mais mettre l'argent en sécurité et en vie privée aux bons endroits, justement, où c'est le plus payant et où c'est le plus bénéfique pour l'organisation. Et pour les données personnelles aussi, il faut les protéger, ces données-là. Le législateur, il faut faire ça pour rien. C'est sûr, mais je suis pas surprise qu'il y ait des organisations qui aient déjà tout ça en place et que ce soit encore bénéfique parce que selon moi, l'inventaire, ça permet d'avoir une image de ce qui se passe dans l'organisation et de savoir là où on pêche et là où on devrait prioriser nos activités de rémédiation potentiellement. Ça aide aussi à identifier le jour où on a une demande d'accès, par exemple, reçue d'un employé. Grâce à l'inventaire, on peut aussi identifier quelles sont les données personnelles collectées et où elles se trouvent, depuis combien de temps, est-ce qu'elles sont supposées déjà être supprimées, parce que dans l'inventaire, on devrait aussi avoir les durées de conservation applicables, par exemple. Donc, c'est l'outil parfait pour démontrer sa conformité. Puis le FVP, en fait, c'est juste le niveau supérieur quand on a un traitement en particulier qui pourrait présenter des problèmes majeurs. Donc, puis parfois, pour un traitement, si on utilise plusieurs sous-traitants qui sont situés en dehors du Québec, on va avoir plusieurs FVP applicables pour un traitement. Donc, oui.
Puis ça, c'est la question peut-être connexe par rapport à ça, parce que chaque organisation doit faire le sien. Mais incidemment, quand on a des partenaires, on doit, parce que on le voit beaucoup plus dans les compagnies qui sont soumises au RGPD, on le voit beaucoup dans leur documentation. C'est pas super facile à comprendre pour des non-juristes, mais évidemment que c'est quand même documenté. Quels sont les sous-traitants ou ce qu'on appelle les compagnies pour faire du traitement des données. Dans quelle mesure on doit, comme compagnie, s'assurer que nos sous-traitants sont conformes à ces éléments-là ou on fait les travaux associés à un FVP? Alors, en fait, je dirais que par rapport au RGPD, on a l'obligation, le sous-traitant a des responsabilités d'aider le responsable de traitement dans ses obligations. Et donc, l'obligation de réaliser une EVP, normalement, ça repose sur le responsable de traitement. Mais vu que le sous-traitant doit l'aider dans ce processus, il va devoir communiquer des informations, en particulier, souvent c'est lié aux mesures de sécurité qui sont en place pour le transfert des données, pour l'accès aux données par ses employés, la formation qui est associée autour de ça. Donc en fait, je dirais que le sous-traitant, il a quand même, je dirais, il a vraiment intérêt à faire une préévaluation. Peut-être pas forcément une EVP complète, mais en tout cas une préévaluation pour pouvoir aider ses clients dans la réalisation de son EVP. Et puis, en fait, quand il y a des communications et des relations entre le responsable de traitement et le sous-traitant, il faut toujours avoir une entente, un contrat qui lie les deux parties et qui définit les responsabilités de l'un et de l'autre pour justement que le responsable de traitement ne prenne pas tout à sa charge. Parce que s'il ne dit pas à son sous-traitant, tu dois faire ça, 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 et que tu dis pas que c'est cette législation qui s'applique ou une autre, même si on peut derrière interpréter les choses, c'est toujours bien que ce soit écrit dans un contrat et bien identifié pour exiger, par exemple, quand il y a un nouveau sous-traitant, l'histoire des sous-traitants sous sous-traitants, par exemple. Tu as mentionné tantôt que dans le contrat ou en tout cas dans la communication avec le sous-traitant, il va pouvoir identifier ses propres sous-traitants à lui. Il y a plusieurs moyens il y a plusieurs choses qu'on pourrait exiger par rapport à ça à son sous-traitant. Soit qu'il nous communique la liste, soit qu'il nous fasse une information régulière par rapport quand il y a un changement de sous-traitant pour qu'on puisse s'y opposer au cas où. Ou sinon, on peut même exiger à son sous-traitant d'informer au préalable pour recueillir le consentement du responsable de traitement à l'utilisation du sous-traitant. C'est comme un peu compliqué là, peut-être un peu fouillis comme je l'explique, mais c'est un enjeu assez important, là où pour moi il y a pas mal de risques qui résident. Donc il faut vraiment considérer ces cas-là, avoir des contrats qui définissent les règles de comment on veut gérer les données personnelles, comment on veut que son sous-traitant respecte ces règles. Et justement, quand on va faire le FVP pour les transferts hors Québec, derrière, il y a forcément une entente qui doit être conclue quand il y a un transfert hors Québec. Et cette entente, elle doit prendre en considération les résultats de l'EFVP. Parce que peut-être qu'on va considérer dans l'EFVP que les règles sont adéquates, que le cadre juridique est similaire. Ça va être par exemple le cas s'il y a un transfert entre le Québec et l'Union européenne, parce qu'on a des législations similaires. Ce ne sera pas forcément le même cas si c'est du Québec aux États-Unis, où là, il peut y avoir des enjeux particuliers vu que les États-Unis a sa propre méthodologie. Donc, le contrat ne sera pas forcément aussi renforcé de ce point de vue-là. Enfin, s'il sera plus renforcé, pardon, en tout cas. Le contrat avec une firme américaine sera beaucoup plus précis
C'est ça. qu'un contrat avec une firme européenne, considérant qu'il y a des équivalences et des protections juridiques sont déjà incluses, qu'aux États-Unis ne sont pas incluses par défaut, ou parfois sont littéralement absentes de tout. Puis encore là, aux États-Unis, c'est un amalgame de choses. Il y a quelques États qui ont des lois intéressantes, mais qui couvrent soit certains secteurs spécifiques ou certains aspects qui sont très spécifiques, qu'on n'a pas de parapluie aussi vaste et important que ce qu'on peut avoir avec le RGPD ou la loi 25 au Québec ou futur C27 au fédéral. Ça fait un bon tour d'horizon. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur ce volet-là? Je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. Je ne sais pas si les gens auront peut-être des questions. Alors là, ils sont invités à les poser, je suppose, ces questions. Mais je pense pas que j'aurai d'autres choses particulières en dehors du fait d'avoir une méthodologie quand même bien définie, identifier les rôles et puis surtout s'inspirer de ce qui se passe même en dehors du Québec, qui a son propre guide. Mais comme je le disais, la CNIL a un guide qui est vraiment excellent pour l'évaluation de risque. Pas nécessairement pour l'évaluation des principes, parce que c'est très orienté Europe et je le trouve un peu difficile à utiliser en dehors du contexte européen. Donc c'est pour ça qu'on l'a simplifié par principe. Mais c'est peut-être ça que je dirais, n'hésitez pas à aller regarder ce que proposent les autorités de contrôle parce que c'est vraiment inspirant, ça aide beaucoup à savoir où aller par la suite. Super, mais merci énormément. Avec plaisir. Merci à toi.